tourne vers vous. Marc Fontaine, Airbus, qu'est-ce que vous avez déjà obtenu comme résultat probant grâce au traitement des données? Je crois que pour vous, l'exemple type, c'est la 350, c'est ça? Et vers quoi on va également dans les prochaines années en termes d'objectifs grâce au traitement des données? Merci. Pour être concret, effectivement, on va prendre 3 exemples. On a commencé sur une approche intégrée sur la 350 pour son développement et son entrée en service. Vous noterez que vous n'avez pas entendu beaucoup parler de la 350 en dépit de l'ambition de ce programme, de son développement, de son ramp-up et de son entrée en service. On a utilisé un certain nombre de technologies numériques de dernière génération sur ce programme, ce qui est normal. Hein. Chaque dernier programme a son lot de dernières technologies. Et c'était notre approche traditionnelle de plus en plus intégrée. Néanmoins, comme on le citait, le numérique a présenté une accélération notable, ça a été dit en particulier par le discours des ministres, dans ces dernières années, et on pense qu'il est possible d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait de manière traditionnelle dans le développement de nos avions jusqu'ici. On a un certain nombre d'exemples qui nous montrent la voie. Construire de la continuité numérique transverse depuis l'ingénierie jusqu'au service, c'est-à-dire une extrême ambition, pousser le PLM au travers de toute la chaîne industrielle, depuis nos fournisseurs jusqu'à nos clients. C'est l'ambition d'un programme qu'on a appelé DDMS, qui existe dans d'autres industries et chez d'autres partenaires, mais qui a une ambition énorme à l'échelle de l'industrie aéronautique et qu'il faut mettre en œuvre et sur lequel on peut attendre des améliorations à 2 chiffres. Quand on dit 2 chiffres, on peut espérer des gains dans certains domaines de 20 à 30%. Et comme cette continuité numérique native, entre guillemets, va être longue et complexe à mettre en place, non seulement à cause des outils, mais parce qu'il faut changer tous nos processus de développement et d'industrialisation, il y a des initiatives telles que Skywise sur la création de cette continuité numérique avec les systèmes existants, c'est-à-dire comment extraire la donnée de nos systèmes legacy, et qui nous permettent là aussi, à chaque fois qu'on a appliqué la technologie sur ces ruptures numériques, de gagner des améliorations à 2 chiffres. On pourrait donner un certain nombre d'exemples, mais la plupart des exemples que l'on a connus, nous, c'est sur l'accompagnement du ramp-up du 350, là où on n'avait pas justement la continuité native des outils, et sur tout ce qui est ramp-up du 320 actuellement dans les usines. Pour le prochain programme, on parle quoi? Vous l'aviez déjà évoqué à plusieurs reprises, de 50 développements pour la prochaine décennie contre quoi, 7, 8? On n'a pas de chiffres officiels, mais on pense effectivement qu'on peut réduire de plusieurs années le cycle de développement d'un avion. Et on pense qu'on peut réduire de manière associée les coûts de développement et les coûts récurrents de manière significative de l'ordre de 20 à 30%. Je me tourne vers vous, Mike Fleming. Même question. Aujourd'hui, chez Boeing, qu'est-ce qu'on a comme résultat tangible au niveau du développement et de la production des avions grâce au traitement des données? Well, thank you. Relative to tangible gains, I mean, when we talk about data analytics and use of data, we've actually been doing that for decades. What's different today is that we've all sort of put a name on data analytics. We've branded our own platforms. But more importantly, it's the volume of data which we now acquire in our operations, and it's the new technologies which have come aboard which allow us to process that data and turn it into useful information. Examples of that for us would be where we have, in some of our assembly facilities, we've installed cameras that are watching what's happening on the floor, taking a look at the build of the assemblies. It's looking at the position of equipment, where it's at. That information is fed back through neural networks and analyzed, and it allows our engineers to understand what the flow is through the manufacturing process, what the condition of build is for the different assemblies and for our airplanes as we go through, and then it allows us to make changes and to help us drive the higher rate increases that you see. Without that technology, in the past, all of that would have had to been done manually. It would have taken weeks for us to gather that information and be able to make changes, where now it can be done in a matter of hours. Other areas where it's done, we take that same information and we look back into the supply chain. We use the data to help us forecast where we might have part shortages which are going to impact our production flow,
When you have a part shortage, you get out of position. It creates more disruption for the workforce, makes it harder to get the airplanes. It has impacts on quality, those kinds of things. Being able to forecast where those part shortages will come allow us to take action before that part shortage actually materializes. And then it also helps us not just from the production system, it helps us in the aftermarket as well. Because typically, if we have a part shortage in production, it's going to be a part shortage that happens in service as well. That will impact our airline customers' operations. Getting ahead of that allows us to be able to support both the production facility and our customers in service, and candidly, our supply chain as well. When our supply chain has better visibility of their impacts, we engage them sooner, gives them more time to react to what the problem might be, then we're all in a better place to deliver the end product on time with higher quality. And sorry, but same question. What are your ambitions for your next program, maybe the NMA, in terms of development, time of development? In terms of times of development, we haven't identified for the NMA specifically what it is, but it's always to shorten that process flow, that process time. But it's not just about time. It's really about quality. It's about safety. It's about it's making it easier for our people to design and build the airplanes. When you make it easier for people, when you give them more information, you end up with a better quality product out there, and then that improves it for our customers as well. Philippe Petit-Colin, toujours sur la question du développement, de la production. On va venir au service juste après. Même question. Qu'est-ce que le traitement des données a déjà permis de faire pour le LEAP, pour d'autres moteurs chez vous, en termes de résultats tangibles? Le traitement des data et l'information, la quantité de data qu'on reçoit nous a beaucoup aidé, comme mes collègues qui viennent juste de parler, à la fois dans le développement et dans la production, en interne et en externe. En interne, ça nous a permis de pouvoir travailler plus vite, de pouvoir travailler avec un minimum de défauts. Et puis en externe, on va en parler, c'est surtout dans la vie de nos produits que les datas sont importantes. Un point très important qui a été mentionné, c'est la quantité de data. On reçoit des quantités absolument faramineuses maintenant de data. Tout le monde veut avoir des data. Ça passe par les compagnies aériennes, ça passe par nos clients, ça passe par nos fournisseurs. À la sortie, il faut pouvoir les traiter. Mais avant de les traiter, il faut pouvoir extraire. Et la clé aujourd'hui dans les datas, c'est de pouvoir extraire celles qui sont discriminantes, celles qui vous permettent de créer de la valeur, de celles qui finalement ne vous servent pas à grand-chose. Un point important, et je vais juste citer un exemple, vous parliez du moteur LEAP. Si on n'avait pas eu accès aux data et l'intelligence de pouvoir faire travailler ces data et d'en tirer de la valeur, je pense que les problèmes, je ne parle pas de monter en cadence, on y serait sûrement arrivé, mais les problèmes de jeunesse qu'on a dans un nouveau moteur lorsqu'il arrive sur le marché auraient été 10 fois ou 100 fois plus pénalisantes pour nos clients. Ce qui a vraiment été un facteur extrêmement discriminant pour nous, c'est de pouvoir régler les problèmes de jeunesse de nos moteurs le plus rapidement possible en étant sûr qu'on tapait au bon endroit. Lorsqu'on avait un petit problème qu'on voyait arriver au niveau des moteurs, très vite, grâce aux data, on était capable de savoir exactement d'où était l'origine de ce problème et pas partir sur un arbre des causes possibles qui met 6 mois à être traité par un 8D traditionnel, mais de pouvoir aller très vite là où on savait où était le problème et de pouvoir le rectifier le plus vite possible. C'est, je pense, dans ce domaine qu'on a été le plus performant dans l'utilisation des datas sur le nouveau produit qu'est le moteur LEAP. Pour ceux qui ne connaissent pas, le moteur LEAP est un moteur où on en a fait 0 en 2015, on en a fait 77 en 2016, on en a fait 459 en 2017, on en a fait un peu plus de 1000 en 2018 et en 2020, on va en faire 2000. Donc pour les gens qui travaillent dans l'automobile, ce n'est pas grand-chose, mais je peux vous assurer que pour les gens qui connaissent l'aéronautique, et dans cette salle, il y a principalement des gens qui connaissent l'aéronautique, c'est quand même un sacré challenge, en même temps de pouvoir les intégrer auprès de nos clients. Cette extraction des données dont vous parlez, c'est via Safran Analytics, c'est ça qui, je crois, a inspiré Skywise. Si... Par Safran Analytics, bien entendu, mais également avec notre partenaire General Electric. Vous savez que dans le domaine des moteurs, et pour le moteur CFM ou le moteur LEAP, j'ai l'impression qu'il y a une
Il faut payer les factures. Je suis désolé, mais... Alors j'ai peut-être parlé trop longtemps, ou on m'a peut-être coupé mon temps. Mais au niveau de l'ensemble de ces critères qui nous ont permis de pouvoir tuer très rapidement les problèmes de jeunesse de nos moteurs, c'est un effort conjoint entre Safran Analytics, donc Safran directement, et également notre partenaire General Electric. Navin Pounian, je me tourne vers vous. On a, Marc Fontaine, la première micro qui marche plutôt, a évoqué le fait de passer outre l'effet de silo dans l'industrie. Je voudrais aborder avec vous le thème. Ah pardon, sorry, j'avais pas vu. Je voudrais aborder avec vous le thème de la continuité numérique. Ah pardon. Je voudrais aborder avec vous le thème de la continuité numérique. Marc Fontaine mentionnait notamment l'importance de faire sauter l'effet de silo dans l'industrie. On ne vous connaît pas forcément. Peut-être prenez un tout petit peu de temps de vous présenter. Je crois qu'on peut dire que votre solution est concurrente de la plateforme 3D Expérience d'Dassault Systèmes. D'abord, confirmer ça, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, comment on assure la mise en œuvre de la continuité numérique pour arriver, in fine, aux résultats qui viennent d'être présentés chez les motoristes comme chez les avionneurs. Sure. So I'm Navin Pounian, work for iBase-T. Our products are built for, or digital manufacturing solutions built for specifically aerospace and defense. So we've been in this business for about 25 years, looking at digitization of aerospace and defense, and looking at how we can use our product and look at digital continuity and make sure we can bridge the gap between the various parts of an organization that often act as silos. And that's what we see, at least with our customers, is they have digital solutions that are in different parts of their organization, but they don't communicate with each other. And that becomes a problem. When you're trying to organize the supply chain, a huge group of manufacturers, hundreds, if not thousands of manufacturers, making sure they're on the same page, it becomes a very daunting task. And so what we really see with our customers, what they're trying to do is create an integrated platform, looking at an open ecosystem where you can combine best-of-breed solutions together. Now, there's three big players. You see PLM, you see ERP, and what has been often ignored in this whole group of software solutions is MES. And MES, there's many flavors of MES as well. But in aerospace, you're not manufacturing iPhones, you're not manufacturing sunglasses, you're manufacturing complex aircrafts. And so what needs to happen is when you're putting in a solution, you need to be able to have something that can orchestrate the entire manufacturing enterprise. So that includes the suppliers, that includes the people working on the shop floor, but really you need to be able to also integrate two PLM systems and be able to take design engineers and pass that to the manufacturing operations. And you need to be able to communicate what's happening on the shop floor to your ERP as well. And aerospace is very unique. There is tons of changes that happen, thousands of engineering changes that are happening. So not all MES systems are alike. And to account for these thousands of changes, you need an open solution to communicate that data. And more importantly, you need to be able to communicate from a manufacturing perspective. You may have deviations from designs into manufacturing. And so it's extremely important that you're taking all these changes that are happening on the manufacturing shop floor and you're communicating this to your PLM systems. And you see what's big and what a lot of companies are trying to achieve is digital twin or model-based engineering. This vision is only accomplished and only a reality if your digital designs actually match what is happening on your manufacturing shop floor. So it's extremely critical that you get the congruence between your digital designs as well as your manufacturing shop floor.
And to implement a solution like this, it's critical that you have people like Mark in their position heading up the entire organization, because digital transformation affects everybody. It's not just a one person or one department type initiative. Everyone who is contributing is putting data in the system, and they're consuming data as well. So it's extremely important that you have the right leadership in place to get the initiatives implemented. It's important to get the right people and hire the right people that understand how to make this type of digital transformation and connect these systems together. And as Philippe had talked about, I believe, last year, and you cannot just buy technology and expect to get the type of change that you want. You really have to look at the business. You really have to do a needs assessment and understand what is going to drive the return on investment. And you need to start picking areas and not experimenting, but getting activity going. The time is now. Industries and aerospace manufacturers are all moving towards this paradigm. And if companies don't move fast enough, they're not going to be able to take advantage and use data to really bridge the gap between the organizations. On a parlé de développement, on a parlé production. Avec vous, Nathalie Stubler, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus service. Vous vous retrouvez en quelque sorte en bout de chaîne. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce que vous faites concrètement grâce au traitement des données? Je crois que ça concerne 2 startups, Safety Line, Open Airlines. On peut en savoir un petit peu plus? Alors, effectivement, ça a été souligné notamment par Philippe Petit-Colin sur l'importance de la masse des données et de savoir quelles sont les données pertinentes à utiliser. Et pour ce faire, nous, dans la manière dont on va exploiter nos données en fait, de vol, nous avons choisi d'avoir 2 partenaires qui sont aussi présents, peut-être qu'ils sont dans la salle, qui sont présents sur le Paris Air Forum, Open Airlines et Safety Line. En quoi ça consiste? En fait, ils vont utiliser toutes nos datas de vol et ils vont nous permettre d'avoir une meilleure efficacité énergétique, donc d'économiser du carburant et d'émettre moins de CO2. C'est aussi un des thèmes importants. La ministre des Transports l'a souligné ce matin. On a notre responsabilité dans le domaine et il faut qu'on travaille ce point. Ces datas vont nous permettre de le faire. Alors, Open Airlines, on a été compagnie de lancement. On aime bien aussi faire ça chez Transavia, innover, trouver des partenaires un peu aussi innovants. On a été compagnie de lancement pour lancer leur outil Skybrace, qui est maintenant utilisé par de nombreuses compagnies, qui a reçu aussi le label Solar Impulse. Skybrace, ça va nous permettre d'utiliser toutes nos données pour mesurer nos best practices, nos meilleures pratiques d'économie de fuel. Donc, je vais en citer quelques-unes. C'est la descente continue, qui nous permet d'économiser. C'est l'utilisation d'un moteur au roulage à l'arrivée, l'utilisation de l'APU, également le moment où on rentre les volets après le décollage. Donc toutes ces données sont utilisées. On va permettre de monitorer ces bonnes pratiques et de voir, de les quantifier. C'est ça qui est aussi important en écopilotage, c'est de se dire combien on a encore à gagner, quelles sont les bonnes pratiques qu'on a encore à implémenter ou à rendre plus performantes pour maximiser cette économie énergétique. Donc ça, c'est l'outil Skybrace d'Open Airlines. On a aussi un partenariat avec Safety Line, qui est plus récent, puisqu'on l'a mis en œuvre au cours de l'année 2018. Safety Line nous a permis d'implémenter un outil, OptiClimb, qui permet d'optimiser le profil de montée des avions et là encore d'économiser du carburant et d'émettre moins de CO2 dans cette phase de montée. Grâce, je dirais, à l'utilisation de ces datas dans ces bonnes pratiques d'écopilotage, on a une très bonne performance en termes d'efficacité énergétique. Transavia, c'est 2,63 litres par passager aux 100 km réalisés en 2018, ce qui correspond à 66 grammes de CO2 par pax kilomètre. C'est en diminution constante. Et le monitoring de toutes ces données grâce à ces 2 partenaires
nous permet de dire en moyenne ce qu'on a économisé l'an dernier. On a économisé environ 10 700 tonnes de CO2. On a émis moins de 10 700 tonnes de CO2 grâce à ces pratiques. Et on a encore des marges d'amélioration grâce à une plus forte utilisation et au monitoring extrêmement puissant que ces données nous permettent de faire. Ça a contribué à cette réduction des émissions de CO2, je lis, de 14% par passager par kilomètre depuis 2010. Ça a contribué. On a d'autres éléments, bien sûr. Alors, il y a les données, puis il y a quand même les pilotes qui sont derrière les commandes et qui vont utiliser ces données justement pour affiner leur technique d'écopilotage. Plus l'ensemble du système de la chaîne qui permet aussi de travailler à émettre moins de CO2. Donc ça, c'est effectivement un des engagements forts de Transavia puis du groupe Air France KLM. Restons dans les services. Mike Fleming, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu des détails sur le déploiement d'Analytics ? Alors c'est peut-être parce qu'on est en France, on a entendu parler bien depuis 2 ans de Skywise, côté Airbus. Analytics peut-être moins. Vous en êtes où aujourd'hui ? Analytics, ça concerne combien de compagnies, combien d'avions ? Qu'est-ce que ça permet de faire ? Well, let's see. As I talked about, what's new in analytics is that we've all put a name to it. And, Airbus has Skywise, Boeing has Analytics, GE had Predix, IBM had Watson, and so it sort of gave a brand to it. But we've been doing this for decades. And when you want to talk about the size of the activity that we've been doing to help our customers out, we started the in-service data program more than 20 years ago. We've had more than 150 airlines participate in that. We have the records from more than 10,000 airplanes, over 1 billion flight hours of information on the Boeing airplanes which have been participating in that. And not just airlines, we have our supply chain as well. We have over 70 suppliers who participate in that, and they provide shop reports. Everyone is able to, when they participate, they're also able to pull data out of that, and it helps make us all better. When you look at some of our crew optimization programs, we have over 400,000 pilots and cabin crew who utilize that tool. It drives efficiencies in the range of 3 to 7% for our airline customers. I mean, some really big numbers. But I think what's important is, Philippe and Natalie touched on it, it's not so much the size and the amount of data that you have, it's the knowledge on knowing what to extract and how to use it. A big data lake, unless you know what you're doing, just means something that takes a lot longer to row across. And I think in this space, OEM knowledge and domain knowledge is very pertinent because you know what it is you need to instrument. We talked about you in the production system, whether it's on an airplane, what are the kinds of production processes, what are the kind of behaviors that you want to go instrument so that you get data which is relevant to what it is you're trying to do. And so for Boeing, for us, in both the production space and in the in-service space with our customers, we don't start with data, we don't start with an algorithm, we start with what's the business problem that we're trying to solve, whether it's improving our quality, whether it's reducing our cycle time to allow us to increase our flight hour rates with the airlines, whether it has to do with their safety systems, whether it has to do with fuel burn, whether it has to do with crew or asset utilization. You start with what is the business problem that you're trying to solve. Then you come up with a premise around what you think the key elements are. And if you have that data, then you work the data. If you don't have that data, then you go instrument the system to be able to acquire that data. And you go through an iterative process to the point where you are able to describe that fairly well. And then it allows you to take actions. It allows you to see when the action that you take drives the expected outcome that you want, as opposed to trying to come at this randomly. So I think, as my fellow panelists have talked about, it's not just about the size. It's really about having the knowledge of what data to extract and then what you can do with that data. Marc Fontaine, comment comptez-vous faire mieux avec votre confrère, avec votre plateforme Skywise, hein ? Je ne sais pas si on va faire mieux. Je suis d'accord avec la plupart des constats qui ont été évoqués, que ce soit tirer évidemment la donnée par les cas d'usage,
Et c'est pas l'information, c'est pas la donnée qui compte elle-même, c'est l'information qu'on en tire et comment le savoir-faire métier est appliqué. Néanmoins, je pense que les motoristes savent mieux que nous qu'ils font des analytiques poussées depuis des décennies sur les moteurs, ça fait partie de leur business model. Et on a tous fait des choses intéressantes à chaque génération de programme pour aller vers plus de continuité numérique. Néanmoins, je pense qu'on n'est pas dans business as usual. Et pendant des années, l'information, quelles que soient les bonnes idées des uns et des autres au niveau des maîtres d'œuvre, des fournisseurs, des compagnies aériennes, l'information est restée bloquée dans des silos, en dépit de tous les systèmes qu'on a bien voulu déployer avec une grande complexité au travers des chaînes de valeur. Et les technologies, comme ça a été mentionné précédemment, les technologies du monde du B2C permettent de traiter des choses qu'on n'arrivait pas à traiter précédemment à l'échelle et de manière industrielle. Ça, c'est très important. On peut tous faire des petits use cases, des petits cas métiers sur des ateliers, faire quelque chose à l'échelle industrielle qui est capable d'être industrialisé dans des processus de l'industrie aéronautique, c'est quelque chose de très différent. Le faire également sans avoir une vision service immédiate pour dire je prends de la donnée, j'ai un use case, mais c'est pour vendre quelque chose à mon client, à mon fournisseur, etc. Je pense que ce débat-là est en train de se déplacer. C'est un débat qui a été relativement connu et stable pendant 20 ans, mais les technologies changent, les modèles de business changent, et c'est pour ça qu'on a lancé la plateforme Skywise, non pas parce qu'on voulait rebrander quelque chose qui existait, mais parce qu'on pensait qu'il y avait quelque chose de nouveau à construire. Et ce qu'on a construit, c'est un lac de données. La saison 1 de ce lac de données, c'était l'application de l'extraction des données des systèmes aux problématiques Airbus, à travers nos propres silos. Ça a été évoqué maintes fois, le manufacturing, l'engineering, les services, les usines qui ne se parlent pas, les systèmes SAP qui ne se parlent pas, les systèmes CAD, PLM qui ne se parlent pas. La saison 2, c'était au Bourget il y a 2 ans. C'était l'annonce de l'ouverture à 5 compagnies aériennes. On en a aujourd'hui plus de 70 qui ont rejoint le programme. Et 6 000 avions, plus de 6 000 avions. La saison 3, c'était Farnborough l'année dernière, où on a ouvert à la chaîne de valeur, aux fournisseurs. Aujourd'hui, on a 15 fournisseurs, dont des motoristes, qui partagent également la donnée pour essayer de travailler de manière transverse. Et la saison 4, vous la verrez la semaine prochaine. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce qui a été dit par mon confrère de Boeing est très important. Il ne faut pas créer un data lake pour faire un data lake. Il faut créer un data lake. L'intérêt du data lake, c'est qu'il vous affranchit des systèmes et des outils. Il vous fait penser données. Et quand vous commencez à penser données, vous commencez à penser nettoyage de la donnée, sécurité de la donnée, gouvernance de la donnée, comment l'exposer et à quels utilisateurs. C'est très important dans une industrie comme l'aéronautique, avec une entreprise étendue extrême. Qui a le droit de voir quelles données? Et ça vous permet de dépasser les frontières naturelles entre et surtout la discussion propriétaire de la donnée. Il faut passer d'une discussion propriétaire de la donnée à une discussion droit d'usage de la donnée. Et il y a plusieurs personnes qui ont un droit d'usage sur la donnée aéronautique. Les autorités, les fabricants d'avions, les fabricants de moteurs, les compagnies aériennes qui génèrent la donnée en opération, les fournisseurs de systèmes, etc. Et je pense que ce débat, et Skywise au centre de ce débat, nous force à traiter ces problèmes-là et à trouver des solutions. Je vais juste finir rapidement par une petite analogie. Pour montrer que c'est, pour moi, complètement différent de ce qu'on faisait dans les années précédentes, pensez en dehors de l'aéronautique à la recherche sur le cancer. La recherche sur le cancer a fait des choses fantastiques avec l'instrumentation qu'elle avait d'un certain nombre de cas, y compris des maladies orphelines, où il y a très peu de cas dans le monde chaque année. Pensez à ce que donnera la recherche sur le cancer lorsqu'on aura réussi à créer, là aussi, en tirant les cas d'usage, la donnée qui est piégée aujourd'hui dans chaque système médical, dans chaque hôpital, dans chaque pays. On va voir des choses qu'on ne voyait pas avant et trouver des causes racines qu'on ne trouvait pas avant et des solutions qu'on ne trouvait pas avant. Je mentionne ce point-là parce il nous parle tous et parce que l'avion n'est pas très différent d'un patient individuel. Il a sa propre génétique, il a sa propre histoire, il a ses propres maladies, ses propres symptômes et sa fin de vie. Et le dernier point que je veux dire, c'est l'analogie médicale est très importante aussi. Parce que si vous pensez à nos données personnelles sur notre santé, vous pensez immédiatement aux problématiques de vie privée, protection de la donnée, sécurité de la donnée, et ce qui a été dit précédemment par les ministres, comment
gérer l'ouverture et la protection, la gouvernance et la valeur. Et je pense que c'est ça qu'on doit tous adresser. Philippe Petit-Colin, vous la craignez, j'ose le mot, cette montée en puissance des avionneurs dans le domaine des services, le digital permettant de brouiller un peu les frontières par rapport à avant. Et question méchante, pourquoi vous ne faites pas partie de Skywise comme Thales ? Il y a plusieurs questions là. Est-ce que je crains que mes clients veuillent faire mon métier ? Il faudrait qu'ils amènent une valeur ajoutée. S'ils sont capables d'amener une valeur ajoutée et que je ne sais pas amener moi-même, allez-y, le champ est ouvert. Vous savez, dans ces contrats, par exemple, dont on parle, des contrats à l'heure de vol, des contrats à long terme, qui sont aujourd'hui des transferts de risque entre une compagnie aérienne qui ne veut pas prendre ce risque et qui vous le redonne sous la forme d'un contrat à l'heure de vol ou un contrat à long terme, en fait, vous êtes d'une certaine façon une sorte d'assureur. Vous garantissez un coût d'utilisation de votre produit. Si encore une fois un avionneur est capable de devenir un assureur, pourquoi pas ? Mais là, il faudrait qu'il change de métier. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment l'objectif qu'ils ont aujourd'hui. Donc non, n'oubliez pas, à chaque fois que vous proposez quelque chose, vous devez vous poser la question, est-ce que je crée de la valeur pour mon client ? En l'occurrence, un avionneur voulant faire des contrats à l'heure de vol de moteur, pour moi, il ne crée rien du tout. Et donc, je ne vois pas de risque de voir mes clients faire mon métier. Que l'on travaille mieux ensemble, oui. Que l'on coopère, encore une fois, pour que nos clients finaux soient plus compétitifs, oui. Mais ça s'arrête là. Alors après, est-ce qu'on est dans Skywise, est-ce qu'on n'est pas dans Skywise, est-ce qu'on est dans Analytics, est-ce qu'on n'est pas dans Analytics, est-ce qu'on est avec GE, notre partenaire, dans Predix ou pas dans Predix ? C'est pas ça qui est important. Il y a 3 grandes couches. Il y a les clients finaux qui utilisent, qui ont les datas, qui nous les donnent, sur lesquels on les nettoie, comme le disait Marc. Et puis, à partir de ces datas, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, il y a cette fameuse plateforme. Et puis après, il y a tous les sociétés qui proposent des services. On vient d'en parler de 2 sociétés qui proposent des services pour améliorer la consommation, pour améliorer la performance en termes de carbone. Donc, il y a ces 3 couches. Il y a l'utilisateur final qui, lui, a les datas, qui les confie à une plateforme, et il y a tous ces service providers, toutes les sociétés qui proposent des services dans cette plateforme. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir accès à une plateforme la plus neutre possible, pour que nos clients ne se sentent pas d'une certaine façon un peu pris dans un contrat long terme, et que cette plateforme permette la réversibilité. J'ai trop vu de contrats dans le domaine des data, dans le domaine de l'informatique, où on vous promet des tas de choses, et le jour où vous êtes rentré dedans, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus en sortir. Ou alors que ça va vous coûter une fortune d'en sortir. Donc, le jour où il y aura une plateforme neutre qui me permettra la réversibilité, j'y adhérerai. Elle n'existe pas encore, alors ? Pas de la façon dont je viens de vous la décrire, non. On parlait client final. Je me tourne vers vous, Nathalie Stubler. Vous nous avez fait état des services que vous avez déjà mis en œuvre. Si on commence à se projeter, est-ce qu'il y a des nouveaux services que vous comptez développer prochainement ? Alors bien sûr, on a beaucoup parlé des data. Je vais juste rajouter un peu d'humain, parce que finalement, il y a aussi des clients finaux, puis il y a des utilisateurs. On va faire évoluer encore nos produits avec les 2 startups. Et ça, je dirais, c'est grâce à l'interaction continue qu'ont nos pilotes chez Transavia avec justement avec ces systèmes qui exploitent leurs data. Ce n'est pas des data théoriques, c'est vraiment des data de vol qui sont liées à nos machines, à notre exploitation, à notre réseau. Et on va annoncer aujourd'hui, Paris SR Format, une belle plateforme qui récompense d'ailleurs les 2 startups qui sont ici présentes. Et on va annoncer la poursuite de nouveaux développements. Donc tout d'abord avec Open Airlines, on va être compagnie de lancement pour réfléchir à leur nouveau produit Skybrace On Board, donc avec une connexion temps réel de l'outil Skybrace. Et donc voilà, on l'annonce aujourd'hui avec eux. Et l'outil OptiClimb s'est décliné. Il y a maintenant OptiDirect
que nous venons de communiquer aussi aux pilotes pour pouvoir optimiser les trajectoires et demander des directs et donc de ce fait d'économiser du carburant sur ces lignes directes. Donc deux nouveautés qu'on est très fiers de partager avec ces partenaires et qui sont le fruit, je dirais, de l'interaction entre les équipes Transavia, Sol et Vol et ces spécialistes de la data. Donc on considère que cette intelligence-là, de la data, du machine learning, parce que c'est ça aussi qui y a derrière OptiClimb, eh bien on va les trouver à l'extérieur. Navin Pounian, dans les services, on parle de plus en plus d'une personnalisation des services. Est-ce que vous êtes, au vu de votre activité, est-ce qu'on va vers une sorte de sur-mesure, aussi bien dans la production, l'aménagement des cabines, puis les services, dans le monde de l'aérien? Est-ce qu'on y est déjà? Est-ce qu'on y va dans le sur-mesure? Yes, so if you look at the industry, right, there's many different types of airlines. There's Transavia over here in Europe. There's Southwest. These are low-budget airlines. But then you look at other airlines that are like Qatar Airways or Emirates that are looking to do more long-haul flights and provide greater amenities and luxury-type experiences. So you have two different business models. Airlines are catering to two different types of people. And so you're building two essentially different types of aircrafts. And you may be using the same model to build both types of aircrafts. So the customization and how you build and manufacture those aircrafts is extremely important. And so it becomes very important that manufacturers have the agility to perform that level of customization where during one manufacturing process you're creating one type of aircraft and then it switches for the next aircraft. And how can you have that type of agility? And this is where I continue to stress manufacturing execution system, being able to have a system that brings in your suppliers, your people, your parts, your processes together in one system, and the ability to take design data, whether it's for, let's say, Transavia, or you're going to take the data for an Emirates aircraft, and you're able to orchestrate a network of many different people and players to execute to exactly what you want to build. And it's an extremely complex network, and what it takes is really coordinating all these different players and making sure that they're on the same page so that you can build these customized aircrafts. And you need an agile solution too. So when you look at companies like Airbus or Boeing, a lot of these companies have multiple different solutions. These are legacy companies that have been around for many years. They may have different PLM solutions. They may have different ERP solutions, 3 different and 4 different solutions. So it's absolutely necessary that you have a type of solution that's open, that's API driven, so that data can come in and data can go out. And data lies in many forms. And so the ability to translate that is extremely important. And when you look at something like Skywise, it's a program that is taking massive amounts of data and trying to manipulate it and make information out of it. And when you are manufacturing, as Mark had talked about, the aircraft and the DNA of an aircraft is extremely different. There's so many engineering changes, not only from customization of an aircraft, but there's engineering changes in general to increase the efficiency of an aircraft. So one aircraft may have a certain wing design. The next aircraft may also have a modified wing design that reduces fuel consumption by 30%. So you're getting hit from both angles, not only from the customization for your customers, but customization as well to increase the efficiency of
of an aircraft. Philippe Petit-Colin, Safran a un savoir-faire historique dans le domaine des services. Je crois que la part des services, à peu près 50% dans le chiffre d'affaires côté moteur. Qu'est-ce que va changer l'acquisition de Zodiac dans le domaine des services? On a vu au salon de Hambourg des galets connectés, des sièges connectés. Est-ce qu'on va vers une plus grande offre commerciale de services qui ferait moteur, galets, sièges, bref, toute la cabine? Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce qu'on prépare? On est vraiment dans de l'amélioration continue. Pour ce qui concerne Zodiac, on essaye déjà de les remettre à un niveau acceptable pour nos clients, que ce soit les clients avionneurs ou que ce soit pour les compagnies aériennes, parce qu'il y avait quand même pas mal de progrès à réaliser. Mais quand on regarde l'innovation, notre objectif, à nous, Safran, de façon générale, c'est de dépenser de plus en plus d'argent dans le domaine de la R&D et de l'innovation. Je crois beaucoup à l'innovation. On a dépensé en fonds propres, en autofinancé un peu plus de 400 millions l'année dernière. On a comme ambition d'être à plus de 600 millions en 2022. Donc on met beaucoup d'argent dans les moteurs, dans la partie digitale, dans nos usines, mais également dans nos produits autres que moteurs, y compris bien entendu l'ensemble des produits de Zodiac. Il y a toute la connectivité. On n'a pas parlé de la connectivité, mais ça, c'est un domaine énorme. Zodiac était le plus petit des fabricants de systèmes IFE, après Panasonic et après Thales. Je pense qu'on est le plus innovant. On a des solutions vraiment aujourd'hui qui intéressent énormément les compagnies aériennes. Et il y a donc, à partir de là, dans le domaine des data, tout un volet, mais absolument énorme de connectivité. Qu'est-ce que vous faites sur votre siège? Est-ce que vous pouvez commander votre repas avant de partir? Des tas de services qui nous sont demandés à la fois par les clients, mais également par les compagnies aériennes. Donc oui, il y a un effort très très important de Safran ex-Zodiac concernant donc la connectivité au sens large au niveau d'un avion. Dernière question avant de laisser éventuellement la salle poser une ou deux questions. Regardons vraiment à très long terme. Est-ce qu'on peut imaginer que le traitement des données, je me tourne plutôt vers les avionneurs, puisse fondamentalement modifier le modèle économique actuel? Est-ce qu'on pourrait penser, je dis n'importe quoi, à vendre des avions à quasi prix coûtant et vouloir ensuite développer essentiellement l'activité de service dans 20, 30, 40 ans? Est-ce que le modèle sera fondamentalement changé? Mike Fleming, vous avez le micro, ça vous inspire cette question? I'm happy to answer this question. I think that for Boeing, we see the airplane still as central and foundational to the aviation business. The public want to go from point A to point B for various reasons. And for us, we see that as always going to be central and foundational to our business and our business model. We don't see services supplanting that. But we actually see it as complementary. It's not about changing one for the other, platform versus services. It's about providing the airlines and our customers a platform which allows them to be successful in the aftermarket, serving their customers, and allows them to tailor the experience to what their customers desire, whether it's somebody that wants to, it's all about price, a low-cost carrier, or somebody who wants a very tailored experience. And when you see the kinds of things that you can do now, whether you're a budget carrier or whether you're a full network carrier, ordering your meal before you board the airplane, being able to get on the internet, do business, have access to all of the things that you have when you're on the ground. And I think for us, the services business really just complements that. There's, when you think about the position that we're in, we, number one, we know the airplane from front to back. We know this supply chain, this global supply chain across the world. And then we're also tied in with our operators every single day and supporting them. And so we sort of generate this domain knowledge across those things, across the different business models that the airlines have, across the different business models that the other OEMs have in the marketplace. And it allows us, again, to figure out how we can take the capabilities that we have and extend those to our customers and to the supply chain as well.
Philippe and I are now partners on an APU. Yeah. And as Philippe said, it's about creating value. And you take what Safran does really well, you take what Boeing does really well, you bring those together, and it creates value for the customer at the end point. And so it's really about partnering with people and bringing value to each other and our customer. Marc Fontaine, même question. On verra un jour Airbus louer des avions? Je vais pas dire différemment que mon collègue de Boeing. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit sur le caractère fondamental de notre métier. Néanmoins, on a vu que cette révolution numérique nous permettait globalement d'être beaucoup plus efficace quand on regarde les choses de manière transverse, et on a les moyens de le regarder de manière transverse. Juste pour donner un ordre de grandeur, parce qu'on a essayé de mettre des chiffres, à partir des cas d'usage que l'on a vus, notre industrie fait 800 milliards, l'industrie du transport aérien. On pense que les opportunités d'amélioration de cette industrie sont de plusieurs dizaines de milliards, juste par la continuité numérique, sans parler d'artificial intelligence, juste en ayant cette approche de création de valeur commune sur des problématiques qui aujourd'hui ne sont pas visibles compte tenu des ruptures numériques. Donc, pour répondre à la question du business model, je pense qu'il y a des choses fondamentales qui vont arriver à ces niveaux-là, puisque cette valeur, elle va être libérée. Et elle va être libérée et partagée la plupart du temps. C'est comme ça que Skywise est une plateforme ouverte et gratuite, parce que la valeur libérée est pour les deux ou pour les trois parties. Ce n'est pas de la valeur uniquement pour Airbus, sinon on n'arriverait pas à partager la donnée commune. Donc, au-delà de ce qui a été dit et qui est tout à fait juste, il y a une opportunité supplémentaire qui va bouleverser et créer des opportunités et des risques. Parce que si ce n'est pas les acteurs traditionnels de l'aéronautique qui s'en emparent, je suis très heureux que toutes les startups viennent nous aider, en particulier pour faire des applications sur ce qui sont finalement des app stores de l'aéronautique, avec de la donnée dedans. Mais on peut penser à certains gros acteurs de la donnée qui pourraient se voir très intéressés de se positionner entre des gens qui fournissent des systèmes et des gens qui ont besoin de solutions logicielles. Je ne nomme personne. Et si vous prenez juste un autre exemple de changement de business model, la visibilité de la donnée et de l'information vous permet de passer de la réparation à l'anticipation. Tout le monde en a parlé. Ce qui est important dans notre industrie, c'est d'anticiper. Ne pas anticiper coûte des centaines de millions. Or, il y a tout aujourd'hui un business model et une charge de maintenance, en particulier pour nos clients, qui est liée à la maintenance et au coût de possession de l'avion. Et on voit des avenues très importantes pour éviter les arrêts d'avion, les AOG, réduire le nombre de réparations, réduire le nombre d'interventions et de perturbations en service en anticipant. Et ceci va avoir un effet sur les business models de l'avion, de la MRO, voire du leasing, et bien sûr des compagnies aériennes. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On est un petit peu en retard, mais on a le temps d'en prendre quand même une ou deux. Je vois une main qui se lève là-bas. Ah oui. Merci beaucoup, Jean-Luc Chabot d'Altran. Une question pour tous. Madame, vous avez mentionné l'enregistrement de best practice permettant d'optimiser le taux de montée, etc., et la rentrée des volets. Et Mike, quant à lui, a mentionné la pose de caméras qui permet d'enregistrer en temps réel ce qui se passe dans le shop floor. Mais comment gérez-vous la frontière entre l'accompagnement, le monitoring et le flicage des opérateurs ou des clients finaux? Nous, c'est assez simple, c'est complètement confidentiel. Toutes ces données, il y a un protocole, on a parlé tout à l'heure de gouvernance de la donnée. Toutes ces données sont complètement confidentielles. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'ensemble des best practices de l'entreprise. Et ce qui permet, par exemple, prendre un exemple sur le roulage monomoteur à l'arrivée. Il y a des terrains sur lesquels c'est possible et des terrains sur lesquels ce n'est pas possible. Et donc, au vu de notre positionnement dans la pratique, on va essayer de pousser la mesure en disant on pense qu'on a encore à gagner collectivement. Donc il y a des protocoles extrêmement précis et clés sur la confidentialité des données. La gouvernance de la donnée, ça a été déjà dit précédemment. Voilà, ça c'est le point numéro 1 pour le traitement des données. En tout cas pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait répondre à la question.
Non. Pas d'autres questions? Comme on a beaucoup parlé des données, et je rebondis juste sur l'aspect gouvernance de la donnée et privacy, vie privée, ce qui paraît important, et moi je suis responsable de la transformation numérique. Dans transformation numérique, il y a numérique, mais il y a transformation. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de la donnée. Je pense que toutes les interventions ont montré que c'est déjà extrêmement difficile d'extraire la donnée. Ensuite, il faut transformer cette donnée en information, en la mélangeant avec du savoir-faire métier. Une fois que vous avez transformé cette donnée en information, il faut être capable de l'appliquer à des use cases avec le business. Et ensuite, vous avez fait tout ça, ce qui est déjà extrêmement compliqué parce que ça implique des protocoles comme ceux qui viennent d'être cités. Vous n'avez toujours pas créé de valeur. Vous n'aurez créé de valeur que quand l'ouvrier ou la compagnie aérienne ou le pilote aura introduit cette analyse et ce diagnostic dans son processus de travail, de décision, d'opération à un moteur sur un aéroport ou en montée, où un ouvrier changeait son processus de production. Et là, on retrouve toute la partie humaine qui a été mentionnée à plusieurs reprises, c'est que la transformation ne peut s'appliquer à l'échelle, bien sûr, que si vous avez des systèmes industriels d'extraction de données, d'anonymisation, d'analyse de la valeur, mais surtout, comment vous allez impacter l'espace de travail, la culture, les hommes, et les compétences et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Oui. Ah, il y a une question. Bonjour. Toute dernière, rapidement. Oui, Hervé Fluto, SparkSense. J'ai entendu avec plaisir Madame Schubler dire qu'elle travaille volontiers avec des startups dans les phases très tôt de développement des produits. Peut-être pour revenir sur la gouvernance des données, quand vous avez une collaboration avec les startups et vous échangez ces données, on parlait de la propriété de la donnée et de la gouvernance. Comment vous gérez ça et aussi comment vous voyez les effets sur l'intelligence artificielle, le machine learning, quand il y a un apprentissage qui est fait sur la donnée et la transférabilité vis-à-vis d'autres compagnies aériennes, par exemple. Merci. Alors, très rapidement, on gère ça. Les deux entreprises sont d'ailleurs dans la salle. Elles pourront aussi témoigner. On gère ça avec elles de façon assez simple, avec un protocole de confidentialité sur la donnée et l'utilisation de la donnée. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris sur le machine learning, comment on peut la réutiliser sur d'autres compagnies aériennes. Ces données, elles sont purement nos données. Voilà. Et les startups nous aident à implémenter nos bonnes pratiques. Comme l'a dit également Airbus, c'est vraiment après comment on transforme cette intelligence, cette utilisation dans nos processus. Mais il n'y a pas de sujet sur la confidentialité de nos données ou le partage de la donnée. Ce sont nos données qui sont utilisées de façon complètement confidentielle et que nous réinjectons dans la manière de mieux performer l'exploitation des avions. Merci d'avoir suivi cette table ronde. Merci de les applaudir. Bonne journée à vous. Merci.